Pour encore plus de contenu Xionixes, n'hésitez pas à vous procurer notre livre Petit manuel de potions pour sorciers débutants, disponible dès à présent en librairie. Voldemort est le sorcier maléfique le plus dangereux de ces dernières années, ça je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Après avoir littéralement terrorisé l'ensemble du monde magique pendant des années, avoir pratiqué les formes les plus sombres de la magie noire et être devenu quasiment immortel grâce à la création de ses Horcruxes, le Seigneur des Ténèbres a bien mérité sa réputation. Surtout qu'il pouvait compter sur le soutien de bon nombre de sorciers et de créatures magiques des ténèbres pour l'accompagner dans son combat. Et parmi tous ses alliés, Voldemort peut bien évidemment compter sur le soutien de ses sbires personnels, les plus fidèles de ses serviteurs, que l'on connaît sous le nom de Mange-Morts. Et des Mange-Morts, il y en a un certain nombre, et forcément, comme dans tous les groupes, quand on réunit des gens autour d'un même objectif, à savoir pour Voldemort plus ou moins dominer le monde pour la suprématie des sorciers de sang pur, et ben forcément on va avoir des gens qui vont être meilleurs que d'autres, qui vont mieux jouer leur rôle que d'autres. Ce qui nous amène à la question du jour, celle qui vous a fait cliquer sur cette vidéo: qui est le meilleur mange-mort de Lord Voldemort? Et forcément du coup qui est le pire, puisque vous l'aurez deviné, on va faire un classement. Et pour pouvoir les classer, les mange-morts, on va leur mettre une note sur 20. Mais attention, on va pas faire ça n'importe comment, parce que quand on met une note à quelque chose, on fait pas ça au pifomètre en balançant les copies dans les escaliers. Non, nous on va faire ça sérieusement, on va être méthodique et on va utiliser une grille d'évaluation. Une grille d'évaluation que j'ai moi-même imaginée qui permet de noter les mange-morts selon plusieurs compétences que j'estime être très importantes. Des compétences qui, selon moi, font qu'un mange-mort est un bon mange-mort. Et pour définir quelles sont les compétences que doit réunir un bon mange-mort, je me suis mis dans la peau de Lord Voldemort et je me suis demandé ce que moi, en tant que Seigneur des Ténèbres, j'attendrais d'un bon mange-mort. Quelles sont les qualités que j'aimerais voir apparaître sur un CV si jamais il y a un mec qui voulait devenir mon mange-mort. Et j'ai retenu 5 compétences particulières que je vais vous expliquer tout de suite. Compétence numéro 1, la loyauté. Avec cette première compétence, on cherchera surtout à savoir si le mange-mort est bien fidèle à Lord Voldemort. Est-il digne de confiance? Est-ce qu'il obéit sans poser de questions? Parce qu'un bon mange-mort, c'est un mange-mort qui doit croire en son maître, qui doit partager son idéologie et être capable de ne pas s'en détourner. Bref, un bon mange-mort, c'est un mange-mort qui suivra Voldemort, peu importe où il va. Compétence numéro 2, les capacités. Rien de bien compliqué ici, on va surtout s'intéresser au niveau du mange-mort en magie. Parce qu'il est très important que les mange-morts sachent se battre, évidemment, et qu'ils connaissent tout un panel de sorts, en particulier les sortilèges impardonnables. Mais ce n'est pas tout, puisque dans cette compétence, on va aussi se pencher sur les réussites et les échecs du mange-mort. Est-ce que c'est plutôt un atout de l'avoir en mission, ou alors est-ce que c'est plutôt un handicap? En gros, est-ce que le mec est bon, ou alors est-ce que c'est une tanche, quoi? Puis, compétence numéro 3, la témérité. Car oui, il est primordial qu'un serviteur du Seigneur des Ténèbres ne recule devant rien. Un bon mange-mort doit savoir se montrer cruel. Il doit être capable de tenir tête à un aurore et aussi être à l'aise dans le milieu criminel, qui, par définition, est un milieu rempli de dangers en tout genre. Clairement, un bon mange-mort ne doit avoir peur de rien. Compétence numéro 4, le charisme. Alors cette compétence-là, elle est peut-être un peu surprenante, mais je vous assure qu'elle a son importance. Parce qu'il ne faut pas oublier que Voldemort cherche à prendre le contrôle du monde magique pour y imposer son idéologie. Il est donc capital que les sorciers qui représentent cette idéologie soient des sorciers qui sont capables de la transmettre. Ils doivent donc savoir se montrer convaincants et être capables de rassembler des adeptes. Parce qu'avant de prendre le contrôle de la société magique, il s'agit d'abord de se créer une armée. Et si en plus de ça, ils peuvent en imposer un petit peu physiquement et inspirer un peu la crainte chez les gens, eh ben je vais pas vous mentir, ça peut que faire gagner des points. Et enfin, compétence numéro 5, les relations sociales. Donc là c'est assez simple, est-ce que les relations sociales du mange-mort sont un avantage ou un inconvénient? Est-ce que le mange-mort a des attaches qui pourraient le freiner, ou encore est-ce qu'il possède une position dans la société magique qui peut être intéressante? Et voilà, on a fait le tour, maintenant vous savez tout. Chacune de ces compétences sera notée sur 4 points, ce qui fait qu'à la fin on se retrouvera avec une note sur 20. Chaque personnage aura ainsi sa note à lui, et c'est à partir de ces notes qu'on va établir notre classement du pire vers le meilleur mange-mort. Et ce n'est pas tout, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez participé à cette vidéo. Oui, messieurs, dames, bien installé dans votre canapé sur votre smartphone, vous avez aidé à faire ce classement, oui. Puisqu'il y a quelques temps sur ma page Instagram, que je vous mets dans la description, bien évidemment, je vous ai posé la question suivante: selon vous, quelle serait la principale qualité que doit posséder un bon mange-mort? Et vous avez été extrêmement nombreux à me répondre, et la réponse qui est revenue en écrasante majorité, la qualité la plus importante selon vous que doit posséder un mange-mort, c'est la loyauté. Et vous savez quoi? Vous avez absolument raison. Parce que sans cette loyauté, ça veut dire que toutes les autres compétences sont finalement mises au service de l'ennemi. C'est pourquoi nous allons donc décider de la règle suivante: tous les mange-morts qui se retrouveront avec un 0 en loyauté seront immédiatement disqualifiés et relayés à la toute fin du classement. Et ce, peu importe la note finale, même s'il a un 16 sur 20 parce qu'il est parfait en tout le
reste, eh ben il ira quand même tout à la fin. Ça vous va? Moi je trouve ça bien. Alors après évidemment vous allez vite constater que j'ai pas mis tous les mange-morts. Parce que bon, pour certains il n'y a pas grand chose à dire, on n'en sait pas assez sur eux, donc forcément c'est assez difficile de les noter objectivement. Et d'autre part, sachez aussi qu'on ne parlera pas de Greyback, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais Greyback n'est pas un mange-mort. C'est le chef des rafleurs et c'est un précieux allié de Voldemort, mais il n'a pas de marque des ténèbres et d'ailleurs il n'a même pas le droit de devenir un mange-mort. Et maintenant que vous savez tout, on va pouvoir se lancer. C'est parti pour ce top 10 des mange-morts de Voldemort, et on commence bien évidemment avec le pire des mange-morts, le numéro 10. Alors là, on commence très fort avec un petit 0 sur 4 en loyauté, qui est, je le rappelle, une note éliminatoire. Du coup, même s'il a 13 sur 20, il vient de gagner un transplanage en règle vers le bas du classement. Ah bah la loyauté, ça fait mal hein, quand on n'assure pas au moins un minimum. Bon, parce que là, niveau loyauté, on a quand même atteint des sommets. Non seulement le mec est la plus grosse poucave de l'histoire de l'humanité, et je pèse mes mots, n'oublions pas qu'il a balancé littéralement tous ses potes au mage en magot pour ne pas finir à Azkaban. Maintenant, ça suffit, Karkaroff. Vous allez nous dire qui sont vos alliés. Mais oui, bien sûr, ça peut être problème. Déjà tout petit, moi toujours rapporté à la maîtresse qui faisait les bêtises à l'école. Igor toujours était grosse poucave, moi balançait tout le monde. Mais en plus de ça, quand Voldemort est revenu dans Harry Potter et la Coupe de Feu, il n'a pas répondu à l'appel et a préféré mettre les voiles loin, mais alors très loin de là où il aurait dû être. Pour vous dire, le mec c'est tellement un traître que l'une des premières choses que Voldemort a fait quand il est revenu, c'est retourner le chercher pour le buter. Ah non mais faut pas perdre de temps avec les mecs comme ça, on règle le problème tout de suite, comme ça au moins on est peinard. Donc si je résume, à cause de lui, presque tous les mange-morts se sont retrouvés à Azkaban, parce qu'il les a tous balancés, et après quand on lui demande de reprendre du service, ils foncent se planquer en Europe de l'Est. Ah c'est un bon pote Igor, hein. Et c'est vraiment dommage, parce qu'à part le fait que ce soit un traître et un lâche, bah c'était pas si mal parti que ça à la base. En fait, pour le reste, il est même plutôt vachement bon. Niveau capacité, il est le directeur d'une des grandes écoles de magie du monde, donc déjà je pense qu'il est quand même plutôt balèze, et en plus il a une position hyper avantageuse pour le coup. Vous imaginez ça, Voldemort revient et l'un de ses soldats c'est le directeur d'une école. Mais vous imaginez si Karkaroff avait été fidèle, ça aurait été génial comme truc. Il aurait pu directement former les jeunes sorciers de Durmstrang à l'idéologie de Voldemort. C'est hyper pratique, Karkaroff il aurait été super utile à ce moment-là. Et puis physiquement, on a quand même affaire à quelqu'un qui en impose grave. À plusieurs reprises, on nous décrit Igor Karkaroff comme quelqu'un de super intimidant. Mais évidemment, toutes ces compétences ne servent absolument à rien si elles ne sont pas mises au service de Voldemort. Et c'est précisément pour cette raison que Igor Karkaroff est officiellement le pire mange-mort de Lord Voldemort. Numéro 9. Bon, là, clairement, aucune surprise, c'était évident pour tout le monde que Rogue allait se choper un 0 en loyauté. Parce que vous le savez, c'est un agent double qui est en réalité au service de Dumbledore, l'ennemi de Voldemort. C'est même d'ailleurs un agent triple quand on y pense, parce que c'est un gentil qui fait semblant d'être méchant, qui fait semblant d'être gentil. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il a eu 0 en loyauté et c'est normal, mais le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas sa faute, et ça s'est joué vraiment à une seule action de Voldemort pour que Rogue devienne le meilleur de tous les mange-morts. Parce que qu'on se le dise, si Voldemort n'avait pas tué Lily Potter, la femme dont Severus Rogue était amoureux, clairement Rogue il aurait eu 20 sur 20. Parce que c'est un sorcier excellent, tellement excellent qu'il est capable d'inventer des nouveaux sorts. Parce qu'il n'a peur de rien, parce qu'il sait concocter des potions extrêmement compliquées telles que le polynectar ou le veritaserum, parce qu'il a un charisme absolument génial que même ses cheveux gras n'arrivent pas à diminuer, c'est pour dire. Son seul défaut c'est d'être amoureux de Lily Potter, mais Voldemort n'avait qu'une chose à faire pour qu'il ne change pas de camp, épargner Lily, ce qu'il n'a pas fait et qui a entraîné la trahison de Rogue, ce qui transforma alors définitivement l'un de ses plus précieux atouts en sa plus grande faiblesse. Mais alors pourquoi est-ce que c'est pas lui qui est dernier? Parce que Karkaroff, lui, il a pas entraîné la perte de Voldemort, contrairement à Rogue. Eh bien pour plusieurs raisons. Déjà parce que pour Igor, bah c'est sa faute à lui s'il est pas fidèle à Voldemort. C'est lui qui s'est dégonflé tout seul et c'est lui qui a choisi de trahir ses potes tout seul. Mais en plus parce que Rogue peut se montrer utile en un sens, parce que si jamais Voldemort le démasque, il sera alors en mesure de lire dans les pensées de Rogue et de déjouer tous les plans de Dumbledore. Et alors là, s'il fait ça, c'est pas compliqué, Voldemort il a gagné. En d'autres termes, l'un de ces mange-morts, bien que ce soit un traître, est littéralement la clé de sa victoire. Et quelque part, c'est ce qui fait de lui un meilleur mange-mort que Karkaroff selon moi, parce que lui, pour le coup, il sert vraiment à rien. Malgré le fait que ce soit un traître, avoir Rogue dans ses rangs, ça peut être utile. Et à partir de maintenant, on a fini avec les traîtres, désormais plus de 0 sur 4 en loyauté. C'est parti pour le numéro 8.
Alors, je sais ce que vous vous dites. Quoi, Drago, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas vraiment un mange-mort, qu'est-ce qu'il fait dans le classement? Mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'à partir du moment où Drago porte la marque des ténèbres et où Voldemort le considère comme un mange-mort, alors c'est un mange-mort. Cependant, je suis d'accord avec vous, il est pas du tout fait pour ça, et c'est pour ça que c'est pas un bon mange-mort et qu'il a que 7 sur 20. Et c'est ce qu'on va détailler tout de suite. Bon alors déjà, charisme, 0. Témérité, 0. Sérieusement, Drago, il est pas du tout à l'aise dans le milieu criminel, c'est pas du tout son truc. En fait, il a même plutôt bon fond en fin de compte, et c'est pour ça qu'il est pas à l'aise avec ce milieu. Et on le voit, il essaye de plaire à Voldemort, mais il le fait pas du tout pour les bonnes raisons. Il le fait pas parce qu'il croit en Voldemort ou en son projet, il lui fait parce que Voldemort lui fout la trouille, et qu'il sait qu'il se fera dessouder si jamais il échoue. D'ailleurs, Drago n'est pas devenu un mange-mort par conviction personnelle, il est devenu parce que son père était lui-même un mange-mort. Donc c'est sûr, il est pas très bon, il est même pas bon du tout, mais malgré tout, il a quand même 7 points. Ça veut donc dire qu'il y a quelques compétences où il a réussi à gratter un petit peu. Alors comment est-ce qu'il a fait pour avoir ces 7 points? Eh bien tout d'abord parce qu'il faut malgré tout reconnaître que pour un mange-mort débutant, il a connu quand même un petit succès. Déjà parce que quand Voldemort lui a confié une mission, celle de réussir à faire rentrer les mange-morts à l'intérieur de l'école, c'était clairement pas gagné, mais il a réussi. Et puis on dira ce qu'on voudra, au moment où se déroule l'histoire, c'est encore qu'un gamin, il lui reste encore tout un tas de choses à apprendre. Il fait tout de même partie des meilleurs élèves de sa maison, et donc ça montre quand même qu'il a un certain potentiel. En soi, niveau capacité, il a largement de quoi devenir un bon mange-mort. Et bien entendu, étant le fils d'un mange-mort confirmé et ayant baigné dans le milieu criminel depuis sa plus tendre enfance, on est en droit de se dire qu'il avait vraiment toutes les cartes en main pour devenir un acolyte extrêmement efficace. Mais bien évidemment, c'était sans compter sur tout le temps qu'il allait passer auprès de notre cher Albus Dumbledore, qui par sa gentillesse et sa bienveillance a quand même réussi à lui inculquer quelques bonnes valeurs. Des valeurs qui l'empêcheront de mal tourner avant qu'il soit trop tard. Donc moralité, si vous voulez faire un bon mange-mort, n'envoyez pas vos enfants à Poudlard. Quelque part, Lucius, il avait raison de vouloir l'envoyer à Durmstrang. Et à présent, numéro 7. Ah, te voilà, toi. Je me demandais pourquoi on t'avait pas encore vu. Je me disais, tiens, on est en train de monter dans le classement, c'est bizarre, on a toujours pas vu Peter Pettigrew. Alors, dis-nous tout, qu'est-ce que ça fait d'être à peine meilleur qu'un gosse qui voulait même pas être un mange-mort, Peter? Enfin, queue de verre. Non, croutard. Oh mais bordel, mais t'as combien de noms? On dirait Daenerys. Je me présente, je suis Peter Pettigrew, queue de verre, croutard, gardien du secret, mais surtout un énorme fils de... Moi, perso, dans l'intimité, j'aime bien l'appeler le gros c'est mort. Quoi, sérieux? J'ai pas le droit de dire... Bah, c'est-à-dire que comme on sait que t'es capable de t'emporter facilement quand on parle de ce mec-là, on a préféré prendre nos précautions. Ouais, c'est vrai, je comprends. Alors, pourquoi seulement 8 sur 20? Comment te dire ça sans être méchant? Bah, on peut pas, en fait, t'es juste un gros naze, Peter. Je suis désolé, c'est comme ça, y a pas d'autres mots. Enfin, si, en fait, y en a plein d'autres, mais je vais me faire biper si jamais je l'ai dit, alors je préfère rester sur celui-là. Alors, vite fait, juste comme ça, on va quand même faire un petit listing. T'es pas très bon en combat, t'es pas non plus franchement très courageux. Je demande ce que tu fous à Gryffondor, d'ailleurs. Niveau charisme, non mais laisse-moi rire, t'arrives même pas à impressionner un gosse de 13 ans. Et niveau loyauté, certes, t'es resté plus ou moins jusqu'à la fin, mais comme le dit Voldemort lui-même, tu l'as pas fait par loyauté, tu l'as fait parce que t'avais la trouille. Bon après, faut quand même te reconnaître un truc, c'est que tu t'es coupé ta propre main pour pouvoir faire revenir le Seigneur des Ténèbres. Et là j'avoue pour le coup, respect, parce qu'avec moi, Voldemort, il serait resté bien gentiment dans sa forme de fœtus et on n'en aurait plus jamais entendu parler. Donc les abonnés de cette chaîne et moi, on va quand même t'accorder quelques points. Et puis mine de rien, tu fais aussi partie des sorciers qui ont aidé Voldemort à revenir. Donc tu t'es remis à son service avant qu'il retrouve toute sa puissance, ce qui est pas le cas de beaucoup de mange-morts. Donc oui, quelque part, c'est vrai que ça peut être la preuve d'une certaine dévotion. En plus de ça, regarde, t'es un animagus, donc ça prouve quand même que t'es plutôt balèze en magie, et niveau relations sociales, bah, t'en as pas. Donc certes, du coup, elles sont totalement inutiles, mais au moins, t'as pas d'attache particulière qui pourrait te retenir dans tes coups. Et ça, faut le noter, parce que c'est plutôt un avantage. À ceci près que quand t'as eu l'occasion de tuer 2 membres de l'Ordre du Phénix, qui étaient autrefois tes amis, tu n'en as pas été capable. Donc même sur tes relations, en fait, on peut même pas dire que tu sois infaillible. Et d'ailleurs, Voldemort s'est bien rendu compte que t'étais pas un mange-mort digne de ce nom, parce qu'il finira par t'exécuter lui-même en se servant de ta propre main, au moment où tu as laissé s'échapper Harry et ses amis du manoir des Malfoy. Et c'est pour toutes ces raisons, mon petit queue de verre, que tu n'as que 8 sur 20. Je suis désolé, mais tu es très très loin d'être un bon mange-mort. Enfin non, en fait, je suis pas du tout désolé, j'en ai rien à foutre, moi ça me fait super kiffer que tu sois une merde. Et si t'es pas dernier, c'est tout simplement parce qu'il y avait aussi un enfant et 2 traîtres dans les rangs. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est une réussite? Je ne crois pas. Et maintenant, passons à notre numéro 6.
Alors, on va directement mettre le doigt sur ce qui va pas avec Lucius. Le problème le plus grave avec cet homme, c'est qu'il foire absolument tout ce qu'il fait. Il échoue quand il s'agit de récupérer la prophétie qui concerne Harry, il échoue quand il essaye d'emprisonner Harry et ses potes dans sa maison puisqu'ils parviennent à s'échapper, et dans Harry Potter 2, quand Voldemort lui avait confié un de ses Horcrux pour qu'il le cache, alors ok, Lucius ne sait pas que c'est un Horcrux, mais visiblement quand Voldemort lui dit « Tiens, prends cet objet, cache-le quelque part et surtout n'y touche plus », lui, il comprend ceci. Est-ce que tu pourrais mettre ça dans le chaudron de Ginny Weasley pour faire chier un peu le monde? Et résultat des courses, quelques mois plus tard, le basilic est mort et le Horcrux est détruit. Je suis pas sûr que c'était ce que voulait Voldemort. En fait, c'est pas compliqué, si vous voulez que quelque chose se passe mal, confiez-le à Lucius, au moins vous êtes sûr que ça va bien foirer comme il faut. Limite Harry, pour détruire les Horcrux, il aurait juste dû les donner à Lucius en fait. Je suis quasiment sûr qu'il les aurait tous détruits sans faire exprès. Et puis alors niveau charisme, bah non, ça marche pas. Hein. Ah, tu peux te ramener là avec ta coupe de cheveux impeccable et tes cheveux platine et ton petit regard de braise, je suis pas du tout intimidé. C'est simple, si je suis dans une pièce et que d'un seul coup il y a Lucius qui rentre, je me dis pas oula, danger. Je me dis oula, qu'est-ce que c'est que ce mec hyper prétentieux qui ne me fait pas peur du tout. Je vous jure qu'un jour j'ai été plus intimidé par une moule que par ce gars-là. Parce qu'attention, une moule, si elle est pas fraîche, elle peut vraiment te faire passer un sale quart d'heure. Et en plus, à la plage, quand on marche dessus, ça coupe les pieds. Alors que concernant Lucius, on parle d'un type qui a libéré son esclave sans faire exprès à cause de la chaussette d'un enfant de 12 ans. Ah, c'est impressionnant, hein, je suis impressionné là. Attention, et vous aussi d'ailleurs. Et c'est là qu'on tient notre premier vrai incompétent. Parce que Lucius, c'est le premier du classement qui est vraiment un minimum fidèle à Voldemort. Bon, sauf à la fin où il préfère fuir comme un lâche, mais sinon, du début à la fin, bah il est là. Les sorts qu'il faut connaître, il les connaît, il travaille même au ministère de la magie, et ça, pour le coup, c'est utile. Donc le mec, sur le papier, en fait, il est intéressant. Il a ce qu'il faut, mais le problème, c'est qu'il est nul et que c'est un trouillard. C'est typiquement le genre de mec qui a un CV impeccable, qui sait super bien se vendre, mais qui, une fois que tu l'as embauché, en fait, il sert à rien. Et même en ce qui concerne le retour de Voldemort, Lucius, il fait partie des sorciers qui ont attendu que Voldemort soit revenu pour commencer à bouger. Mais sinon, pendant tout ce temps-là, il a littéralement rien fait pour essayer de le ramener. Et n'allez pas me faire le coup du journal dans Harry Potter 2, parce qu'il était pas au courant que c'était un Horcrux, donc en fait, il a pas fait exprès du tout. S'il a mis le journal dans les affaires de Ginny, c'était vraiment juste pour faire chier son monde. Donc je suis désolé, mais je maintiens, il a rien fait pour ramener son maître. Et 11 sur 20, finalement, ça le représente assez bien. Parce que c'est vraiment le mange-mort le plus moyen de tous les mange-morts. C'est le mec qui était de bonne volonté, qui a 2 ou 3 avantages sympas, mais une fois dans l'action, en fait, le mec, il sait rien faire correctement. Mais bon, qu'il se rassure, parce qu'il est loin d'être le seul à pas être excellent. Et pour notre numéro 5, on va faire d'une pierre deux coups, puisqu'il s'agit d'un duo. Et le voici. Alors, les carreaux. Bah on n'a pas affaire à des flèches non plus, c'est moi qui vous le dis. Et c'est pas du tout parce qu'ils y mettent de la mauvaise volonté, non, c'est pas ça. Le problème cette fois, c'est qu'on est plutôt en présence de deux grosses brutes qui ont rien dans le cigare. Niveau loyauté, bon, ça va, ils savent se montrer présents et investis, quoique pas toujours, hein, parce que vers la fin, quand ça commence à sentir le roussi pour leurs fesses, ils envisagent de mentir au Seigneur des Ténèbres, et ça, c'est vraiment pas beau. Niveau cruauté, bah ça va, c'est plutôt pas mal. Mention spéciale pour les punitions corporelles infligées aux élèves de Poudlard, parce que finalement, c'est vrai que c'est surfait de faire copier des lignes, je ne ferai plus de bêtises. Alors qu'un bon petit sortilège Doloris pour apprendre, y'a que ça de vrai. Bah oui, mais bien sûr. Et ça, c'était pour les trucs qui sont bien pour un mange-mort. Mais en dehors de ça, finalement, c'est vraiment pas ouf, et c'est un peu les hommes de main les plus basiques du monde dont tout le monde se fout un peu. Parce que bon, on peut pas dire que ce soit des super bons sorciers, on peut pas non plus franchement dire que c'est eux les piliers du groupe, ils sont pas très courageux, et niveau charisme, c'est pas qu'ils en ont pas, c'est juste qu'on en a absolument rien à carrer. Et puis côté relations sociales, ils en ont pas du tout, à part celles qu'ils entretiennent entre eux. Donc quelque part, c'est pas un handicap, mais de l'autre côté, y a rien à en tirer non plus. Et c'est précisément pour ça que je leur ai mis vraiment juste la moyenne avec vite fait quelques points par-ci par-là pour les raisons que j'ai évoquées. Parce qu'en fin de compte, les carreaux, c'est vraiment la moyenne, quoi. C'est comme Lucius, mais quand même un peu mieux. Ils sont là, ils jouent leur rôle, ils font ce qu'on leur dit, mais vraiment, c'est tout, quoi. Ni plus, ni moins. En fait, pour les illustrer, si les carreaux étaient un objet, ce serait un pied de table. Ils sont là, ils font ce pourquoi ils sont là, de temps en temps on se cogne le pied dedans et ça fait un peu chier sur le moment, mais sinon le reste du temps, on en a absolument rien à péter. Et avec un 12 sur 20, ils arrivent quand même en 5ème position du classement. Eh bah ça en dit long sur la qualité de l'équipe, dis donc. Du coup, est-ce que vous croyez pas qu'il serait temps qu'on commence à parler de ceux qui sont vraiment bons? Parce que moi je crois que si, alors on y va, numéro 4.
Alors, tout d'abord, calmez-vous! Et je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Quoi? Bellatrix seulement 4ème? Mais comment c'est possible? C'est la meilleure de toutes les mange-morts? Mais non, c'est faux et vous le savez. Et si vous le savez pas, je vais vous expliquer. Parce que oui, quand je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux, vous êtes très nombreux à m'avoir répondu que c'était Bellatrix la meilleure mange-mort. Et croyez-moi, je comprends très bien, mais attention. Parce que si Bellatrix est effectivement un personnage super cool et que pour la plupart d'entre nous, c'est notre mange-mort préféré, notamment grâce à la performance hallucinante de Helena Bonham Carter, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est le meilleur mange-mort. Même si 17 sur 20, ça reste une excellente note, vous allez voir qu'il y a mieux après. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on a affaire à une mange-mort extrêmement fidèle à Voldemort. Clairement, il n'y a pas photo, elle le suivrait jusqu'au bout du monde et elle a un tel degré de respect envers lui qu'on peut sincèrement douter qu'un jour elle puisse le trahir. D'autre part, Bellatrix est aussi une sorcière brillante, elle peut se montrer extrêmement redoutable. Elle a d'ailleurs prouvé sa valeur plus d'une fois en se débarrassant de certains membres de l'ordre du Phénix. Et en plus de ça, elle est issue d'une famille de sorciers qui ont exactement la même obsession du sang pur que Voldemort. Et mis bout à bout, c'est vrai que ça commence à faire pas mal de qualités, mine de rien. Et comme ces qualités, vous les connaissez déjà, on va surtout se concentrer sur les choses qui, selon moi, ne vont pas. Ces fameux 3 petits points qui lui manquent pour avoir la note de 20 sur 20. Et bah déjà, c'est triste à dire, mais toute talentueuse qu'elle est, ça lui arrive à elle aussi de foirer des missions. Entre le coup de la prophétie et la fois où elle a laissé Harry et ses amis s'échapper du manoir des Malfoy, on peut pas dire qu'elle soit complètement infaillible. Et ces 2 échecs-là, c'est pas anecdotique, hein, c'est vraiment 2 gros échecs pour lesquels elle sera punie. Mais à la limite, ça encore, c'est pas trop grave. Le plus grave, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Parce que si avec ça encore, on aurait pu lui mettre beaucoup plus de points, mais elle a aussi un énorme défaut. Un défaut énorme qui est d'ailleurs la raison pour laquelle vous la trouvez tous géniale. Bellatrix est complètement tarée. Et qu'on le veuille ou non, c'est un très gros problème pour Voldemort. Parce que ça la rend imprévisible et difficile à contrôler, et c'est d'ailleurs aussi à cause de ça qu'elle échoue la plupart de ses missions. Bellatrix est une personne qui peut facilement perdre patience et se laisser emporter par ses émotions, ce qui ne l'aide pas à garder le contrôle des situations qui nécessiteraient plutôt du calme et de la réflexion, et qui ne l'aide pas non plus à véhiculer le message que son maître souhaite véhiculer. Alors on va pas se mentir, si t'es Voldemort et que tu cherches des sympathisants, bon bah t'envoies pas Bellatrix pour mener les négociations. Si tu dois faire un meeting politique pour dire à tout le monde qu'il faut voter Voldy, encore une fois, c'est pas Bellatrix que tu choisis. Enfin, ça dépend, sauf si tu veux que ton slogan ce soit voter Voldemort, sinon je vous pète la gueule. C'est toi qui vois. Et c'est pour toutes ces raisons qu'elle ne finit que 4ème. Eh oui, je sais, vous êtes déçus, mais désolé, y a mieux. Et d'ailleurs, on va en parler, puisqu'il est à présent temps de monter sur la 3ème marche du podium. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la médaille de bronze de notre classement qui n'est nul autre que... Alors, là pour le coup, on commence à avoir un vrai bon mange-mort. Et balèze en plus de ça. Parce que là, on parle d'un mec qui, lors de la bataille du département des mystères, a réussi à battre Alastor Maugret en duel. C'est pas rien. Et après ça d'ailleurs, même pas fatigué, vas-y qu'il enchaîne direct avec Sirius Black. Et puis pour finir, à la bataille de Poudlard, il a aussi réussi à battre Lupin. Donc déjà, je pense qu'on n'exagère pas en disant que Dolohov est un excellent combattant. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a pas peur de se battre contre des adversaires redoutables. Et puis Dolohov, c'est aussi un mange-mort qui répond toujours quand on a besoin de lui. Donc déjà, niveau compétences, loyauté et témérité, y a rien à dire, c'est du super bon travail. Côté relations sociales, il en a pas vraiment, donc d'un côté, certes, ça n'apporte rien, mais de l'autre, bah y a rien qui pourrait le retenir du coup. C'est pas comme s'il avait une femme et des enfants à protéger, par exemple, et qui pourrait le détourner de ses objectifs de mange-mort. En fait, ce mec ne vit littéralement que pour Voldemort, et c'est précisément ce qu'on attend d'un bon mange-mort. Mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'il n'a pas 20, et pourquoi est-ce qu'il n'est que 3ème s'il est si bon que ça? Eh bien déjà, et comme pour tous les sorciers qui ont participé à cette mission, je lui ai d'office retiré un point pour avoir échoué à récupérer la prophétie. Parce que cette mission, ça avait beau être la mission de Lucius en priorité, c'est quand même un énorme fiasco. Parce qu'avant que l'ordre du Phénix déboule, pendant cette mission, à la base, ils étaient juste en train d'affronter des gamins inexpérimentés. Des gosses qui savent lancer un Expelliarmus depuis 2 semaines et qu'ils ont pas réussi à mettre en déroute. La mission aurait dû être torchée en 5 minutes. C'est littéralement un scandale qu'ils aient échoué cette mission. Et donc je ne peux pas ne pas en tenir compte dans ma notation, et c'est pour ça que j'ai enlevé un point d'office à tous les sorciers qui y ont participé. Surtout que c'est pas la seule erreur, parce qu'ensuite, quand il a été chargé de capturer Harry et qu'ils se sont retrouvés dans l'espèce de café là, dans Harry Potter et les reliques de la mort, et bah encore une fois, il a pas réussi, et il s'est fait avoir par un bête Petrificus Totalus qui est un sortilège qu'on est capable de lancer quand on est en 6ème. Sérieusement, Dolohov, t'aurais dû le bloquer 1000 fois celui-là. Et puis niveau charisme, bah ok, c'est bien, c'est vrai, il inspire un peu la crainte, on a peur de lui quand on le voit, ça c'est clair. Et par contre, pour véhiculer l'idée de Voldemort, bah le souci c'est qu'il est pas très causant, Dolohov. Et c'est pour ça qu'il n'est que 3ème, malgré un 18 sur 20 qui montre quand même que c'est un excellent mange-mort. Mais il se trouve qu'il y a encore mieux, alors place à notre numéro 2, qui n'est nul autre que...
Alors là, celui-là, je suis prêt à parier que la plupart d'entre vous ne l'avez pas vu venir et peut-être même que vous vous rappeliez même pas de lui. Et en même temps, c'est vrai qu'on parle pas souvent de lui, mais qu'est-ce qu'il est sous-coté, Yaxley? Déjà, premier point, premier avantage, il fait partie des hauts gradés du ministère de la magie. Et rien que ça, quand tu bosses pour quelqu'un qui veut transformer la société magique, c'est extrêmement utile. Je veux dire, Yaxley, c'est quand même un mec qui a réussi à convaincre la plupart des gens que c'était Harry Potter l'ennemi public numéro 1. Et même avant ça, on sait aussi que c'est Yaxley qu'on envoyait quand il fallait recruter de nouvelles personnes. Parce qu'on sait qu'il peut se montrer extrêmement convaincant. Si vous voulez un exemple, c'est Yaxley qui a été envoyé pour essayer de recruter Slughorn. Et en fait, on a vraiment affaire à un mange-mort quasiment parfait en tout point. Et qui n'hésite pas non plus à engager le combat et qui donne du fil à retordre à nos héros. Parce que quand ils se sont échappés du ministère de la magie, il a réussi carrément à les suivre jusque dans leur premier transplanage. Et là, une fois qu'ils avaient transplané Ron, Harry et Hermione, ils auraient pu se dire, bah on est trois, il est tout seul, vas-y on le défonce, mais non, ils ont fui, donc c'est qu'ils ont peur de lui. Et ils ont raison d'avoir peur, parce qu'à la bataille de Poudlard, c'est 2 sorciers qu'il a fallu pour le neutraliser tout seul. Donc jusqu'à présent, si je résume, le mec a une position super avantageuse, c'est un excellent orateur, et il est excellent aussi en combat. En fait, Yaxley, il coche vraiment toutes les cases, et ça a été vraiment extrêmement difficile de pas lui mettre 20. Mais quand même, je pouvais pas lui mettre 20, parce que le 20, c'est le numéro 1, et là, pour le coup, il est vraiment pas à la hauteur. Le numéro 1, c'est tellement le top du top que je pouvais pas lui mettre la même note. Et pour le distinguer de celui que j'estime comme étant le meilleur mange-mort de Voldemort, j'ai été obligé d'inventer un autre critère pour lui. Un critère qui n'apparaît pas vraiment dans la grille d'évaluation, mais qui va me permettre de démarquer les deux et d'estimer lequel des deux est le meilleur. Et ce critère, c'est le suivant: lequel des deux a aidé et permis à Voldemort de revenir. Malheureusement, Yaxley ne l'a pas fait, ça, ce qui le place automatiquement en 2e position, parce que le numéro 1, lui, il l'a fait. Et puisqu'on parle de lui, il est temps que je vous révèle son identité, je pense que pour la plupart, vous l'avez déjà deviné. Laissez-moi vous révéler l'identité du champion du monde incontesté des mange-morts de Voldemort, le numéro 1, la crème de la crème, celui qui va tout rafler et qui se retrouve avec la note maximale de 20 sur 20. Je parle bien évidemment du mange-mort qui répond au nom de... Il n'y a qu'une seule question à se poser: comment faire mieux? Barty Croupton Jr. est tout simplement parfait. Et je vais vous le prouver point par point. Déjà, premièrement, niveau loyauté, on a affaire à un homme qui a littéralement tout fait pour que Voldemort puisse revenir. Et quand je dis tout fait, c'est vraiment tout, parce que Croupton Jr., il a sacrifié sa propre vie pour que son maître puisse revenir. Pour rappel, juste après le retour de Voldemort, le ministère de la magie a décidé de l'exécuter, Barty Croupton. Et très franchement, je pense pas qu'il soit possible d'être plus fidèle encore que ça à Voldemort. C'est de très loin le serviteur le plus dévoué qu'il a jamais eu. Deuxièmement, niveau compétences, comment vous dire? Bah déjà, c'est le seul mange-mort qui a réussi à s'échapper tout seul d'Azkaban, c'est vraiment pas rien. Mais en plus de ça, il a fait encore plus fort parce que non seulement il a réussi à s'évader, mais en plus il a réussi à faire en sorte que personne ne le remarque. Sirius Black, lui, il a pas réussi à faire ça. On sait aussi que c'est un excellent duelliste puisqu'il a réussi à battre Folleuil avant de pouvoir prendre son apparence. Tiens, bah d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, il est aussi capable de préparer du polynectar, qui est une potion vraiment pas facile à faire. Donc ça veut dire qu'il s'y connaît aussi vachement bien en potions magiques. En termes de métamorphose, il est capable de transformer Drago en Fouine, et vous le savez, la métamorphose est un des styles de magie les plus difficiles à maîtriser. On sait aussi qu'il est capable de résister aux sortilèges de l'Imperium, il est capable de trafiquer la coupe de feu qui est un objet d'une très grande puissance magique, il a aussi été capable d'être là, à Poudlard, juste sous le nez de Dumbledore pendant une année entière sans que ce dernier se rende compte de rien, et quand il s'est fait démasquer, il a aussi été capable d'empêcher Dumbledore de lire dans ses pensées. Alors que Dumbledore, on le sait, c'est un excellent Legilimens. Et puis après, bien évidemment, j'en ai pas encore parlé, mais c'est aussi le seul mange-mort qui a réussi sa mission. C'est le seul mange-mort qui peut se vanter d'être mort en ayant atteint son objectif. Et pourtant, je pense sincèrement que c'était lui qui avait la mission la plus compliquée. Niveau témérité, bon bah, est-ce qu'on peut dire qu'il est téméraire, sachant qu'il a agi tout seul pour essayer de faire revenir Voldemort, alors que ce dernier n'avait pas du tout retrouvé toute sa puissance, et donc il ne pouvait pas le protéger, que pendant une année entière, il a été infiltré à Poudlard, entouré de tous ses ennemis qui sont de très puissants sorciers, le tout dirigé par Albus Dumbledore en personne. Non mais le mec n'est pas juste téméraire ni courageux, là, il a juste des bollocks en acier trempé à ce niveau-là. Essayez surtout pas de le neutraliser en lui donnant un coup de poing dans les couilles, hein, c'est vous qui allez vous faire mal. Et puis est-ce que c'est vraiment la peine de parler de son charisme ou de ses relations sociales finalement? Barty Croupton Jr. est un gars qui n'a pas hésité une seule seconde à enfermer sa propre mère à Azkaban à sa place pour s'échapper. Barty Croupton Jr. est un gars qui n'a pas hésité une seule seconde à tuer son propre père quand ce dernier était sur le point de le démasquer. Clairement, Barty Croupton Jr. idolâtrait Lord Voldemort et il ne vivait que pour le servir.
servir. Il aurait fait n'importe quoi pour lui tellement il lui était dévoué à 2000%. Et c'est pour toutes les raisons que je viens de vous citer que le meilleur mange-mort de Lord Voldemort est et restera à jamais Barthélemy Croupton Jr. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux ou à la montrer à vos amis parce que c'est encore le meilleur moyen de m'aider si vous aimez ce que je fais et si vous voulez me filer un petit coup de pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit et en plus c'est super facile, alors pourquoi se priver? Dites-moi ce que vous avez pensé de ce classement, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, quel est le vôtre, quelle note leur avez-vous donné vous de votre côté, est-ce que vous vous êtes servi de la grille, dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai très hâte de lire tous vos avis. Et voilà, sur ce moi j'ai fini de parler, alors sur ces bonnes paroles je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant comme d'habitude vous le savez, moi je vous fais des bisous, à la prochaine c'était Xio, ciao!